Radio Madeleine, l'émission du folklore jumétois. Les marches de l'Entre-Sambre-et-Meuse se déchaînent de mai à octobre. C'est chaud, c'est dynamique, c'est culturel. Quoi de mieux pour s'enrichir que de passer une journée à la Marche de la Madeleine, reconnue comme patrimoine mondial de l'UNESCO. Cette année, elle aura lieu le dimanche 24 juillet 2016, c'est-à-dire le dimanche le plus proche du 22 juillet, fête de la Sainte Marie-Madeleine que nous célébrons avec un cortège digne de ce nom. Chaque année, 2000 marcheurs et pèlerins ainsi que 150 cavaliers, accompagnés de 50 fanfares et batteries, partent de la chapelle de Haigne à Jumet pour un périple de 22 km à travers les communes avoisinantes. Contrairement à ses consoeurs de l'Entre-Sambre-et-Meuse qui sont organisés par l'administration communale, la Madeleine est plutôt gérée par des bénévoles motivés. Il ne faut pas moins de 3 comités bien organisés pour aboutir à cet événement. En premier lieu, nous avons l'état-major, créé en 1880. Il s'occupe des aspects militaires du Tour. Il est chargé du bon fonctionnement de celui-ci, tout en gérant une 50aine de groupes. C'est l'état-major qui se charge de l'ordre de passage des sociétés à l'offrande, le lundi matin et à la remise des médailles. Le lundi après-midi, durant la remise des médailles, l'état-major décerne les médailles d'ancienneté aux marcheurs qui comptent 20, 30, 40, 50, 60 ou 70 années de participation au Tour, ainsi que 10 prix aux sociétés les plus méritantes. Ensuite, nous avons le comité des fêtes qui lui se charge surtout de l'aspect festivité. Ses membres ont comme particularité de participer au Tour sous le nom de bourgeois de la jeunesse. C'est le lointain descendant du comité de jeunesse qui traditionnellement organisait les réjouissances locales dans nos régions. Le comité des fêtes se charge donc d'organiser le champ de foire et d'engager les forains. Il s'occupe également de l'animation au kiosque, chercher des artistes, etc. Enfin, les Amis de la Madeleine, dont le but est d'assurer la défense et la promotion de la Madeleine par tous les moyens, livres, autocollants, flyers, et même une revue annuelle nommée El Madeleine. La recherche de fonds et la mise sur pied d'événements sont 2 tâches quotidiennes des membres. Il est bien évidemment difficile de croire que tout cela n'est organisé que par une poignée de personnes. Comme quoi, la passion et la motivation peuvent nous pousser à accomplir de grandes choses. Et comme le disent les Amis de la Madeleine, ils travaillent pour que les autres s'amusent. Et tout de suite, retrouvons Gérard Monceux, président des Amis de la Madeleine, qui font partie du corps organisateur du Tour de la Madeleine. Bonjour. Comment allez-vous? Mais très bien. Et puis la Madeleine se rapproche, donc ça Ah va ben de oui, mieux en mieux. la Madeleine s'approche à grands pas. Et donc je suppose qu'il y a déjà pas mal de préparatifs en cours. Effectivement. Donc voilà, on va un petit peu faire le topo sur tout ça aujourd'hui. Mais ce qui serait intéressant pour les internautes aujourd'hui de découvrir, c'est qui sont les Amis de la Madeleine. Parce que tout le monde ne sait pas ce qu'ils font. Eh bien, nous avons été créés en 1937 à un moment un peu particulier, en ce sens que nous sortions de la crise économique des années 30 et malheureusement le folklore périclitait, ne donnait plus l'éclat dont il doit bénéficier. Et c'est la raison pour laquelle 2 personnes de Jumet, notamment Monsieur Coyette, ont décidé de créer les Amis de la Madeleine, dont l'objectif était de récolter des fonds dans le but de récompenser les sociétés qui se comportaient correctement pendant le Tour. Et puis petit à petit, nous avons évolué dans notre rôle et comme le disait très bien plutôt Jean de Terville, qui fut bourgmestre ici à Jumet pendant 6 ans, si ma mémoire est fidèle, la Madeleine est un monstre à 3 têtes. Et donc il y a d'une part les Amis de la Madeleine, bien sûr, il y a l'état-major et le comité des fêtes, et chacun a son rôle et on ne marche pas sur les plates-bandes des autres. Donc oui. Je peux vous expliquer par après nos spécificités pour que justement vous puissiez mesurer les différences qui existent et le rôle que nous avons à remplir, qui n'est peut-être pas lui non plus connu par le grand public, en ce sens que souvent quand on parle de la Madeleine, on imagine qu'il y a un comité et puis point à la ligne, alors qu'en réalité il y a 3 comités qui ont chacun leur rôle très important à jouer. Oui, les gens ne se rendent pas compte du travail qu'il y a derrière, en fait. Oui, parce qu'en plus, je vous parle de ces 3 comités, mais il faut penser aussi aux 50 sociétés qui elles-mêmes rivalisent d'ingéniosité et d'originalité pour créer des activités dans le but de récolter des fonds. Parce que la Madeleine est quelque chose de relativement coûteux.
en ce sens que les musiques sont là, il y a les uniformes et donc il faut régulièrement organiser pour les sociétés de Madeleine, il faut organiser des activités dans le but de rentrer de l'argent puisque les cotisations, à mon sens, ne suffisent pas. Sûr, Et donc il y a des animations qui irriguent Jumet, je vais dire même les alentours de Jumet pendant quasiment 10 mois de l'année. Il y a juste un petit mois de repos pendant le mois d'août et puis après en septembre, évidemment, on est déjà tous en train de se dire Bérat et le Madeleine. Oui. Les amis de la Madeleine, donc nous avons comme mission principale d'assurer la promotion du tour, donc la publicité, ça nous incombe, l'intendance. Donc par exemple, installer les barrières nadar, pas celles du comité des fêtes, puisque ça c'est les barrières nadar pour eux, mais pour la fête. Mais nous avons une tribune, évidemment, nous accueillons des invités, et là c'est notre responsabilité. Plus, je dirais aussi une mission de coordination, puisqu'au travers des réunions mensuelles que nous avons, nous essayons évidemment à ce que les comités, il n'y a pas de dispute entre nous, mais il faut trouver tous les points d'articulation et bien pour que les choses soient bien gérées. Donc fondamentalement notre rôle c'est ça, et tout cela est défini dans un recueil de lois qui s'appelle le Code de la Madeleine. Tout à fait. Donc, on parlait des Amis de la Madeleine et donc qui faisaient la promotion de l'événement, mais comment avec des affiches, des flyers, un site internet. Voilà, donc nous avons effectivement tous les outils modernes de la communication et nous organisons également une conférence de presse à la veille de l'événement, et là nous le faisons tous ensemble puisque à la fois l'état-major, le comité des fêtes et nous-mêmes, nous vantons nos programmes respectifs, bien entendu, bien que nous n'avons pas d'action purement spécifique, sauf le rôle de coordination. Et donc nous préparons également une exposition pour mettre en évidence une des facettes de la Madeleine. Donc cette année, l'exposition concernera les musiques de Madeleine. Et donc nous avons un bel accord avec le Lunch Garden, qui est un restaurant qui est situé à proximité du magasin Match. Et donc pendant plus d'un mois, l'inauguration aura lieu le 18 juin et un de nos amis qui est photographe réalise de très beaux clichés. Donc par exemple l'an dernier c'était les enfants dans la Madeleine et cette année c'est la musique qui est mise à l'honneur. C'est à la fin du XIXe siècle qu'on tente de donner les premières explications pour situer et dater les origines de la procession. On mit ainsi au grand jour des liens de causalité entre les événements historiques bien réels et des situations romanesques sorties tout droit de l'imaginaire. C'est également vers la fin du XIXe siècle que la marche de la Madeleine est considérée comme une procession à caractère militaire, avec des troupes en armes à caractère purement folklorique. Ce qui ne veut pas dire que les soldats n'accompagnaient pas les processions au temps jadis, mais ceux-ci étaient alors en service recommandé, puisqu'il s'agissait de troupes relevant directement de l'autorité civile. Et donc, une des missions principales était de rehausser de leur présence les cérémonies officielles. D'ailleurs, il est intéressant de noter que le terme Tour de la Madeleine ou encore Marche de la Madeleine est assez récent, puisqu'il date aussi de la fin du XIXe siècle. Avant cela, on appelait cela la procession de la Madeleine. La légende la plus populaire compte qu'en 1380, une terrible épidémie de peste a ravagé nos régions, détruisant toute vie sur son passage ou presque. N'épargnant personne, le terrible fléau frappa la châtelaine de Aisne. Les gens du hameau organisèrent alors une procession pour demander au ciel la guérison de la dame de Aisne. C'est alors qu'un cavalier, peu de temps après, accourut vers Timéon, où étaient allés les pèlerins, pour annoncer la guérison miraculeuse de la maladie. Dès lors, tout le monde se mit à danser, chanter, sauter de joie. C'est alors qu'est née la Terral Danse à Timéon. Il existe également une autre explication concernant la fameuse Terral Danse, un peu moins glauque. Celle-ci relate le fait que des pluies ravageuses détruisirent les récoltes. Ainsi les pèlerins se rendirent à Timéon lorsqu'un magnifique soleil apparut, rendant tout le monde joyeux sur un champ. Ils dansèrent tous, et c'est ainsi que l'on donne à ce champ fertile le nom de Terral Danse. Une autre petite légende, encore plus lointaine cette fois. On raconte que des Vikings, les gens du Nord, débarquèrent dans nos régions afin de les piller et de semer la terreur. Les Normands avaient déjà incendié la ville de Liège après avoir remonté la Meuse et s'apprêtaient à fondre sur la vallée de la Sambre quand ils trouvèrent sur leur route Louis III, roi de Germanie, qui rentrait dans son royaume après avoir conclu un traité avec le fils de Louis le Bègue. La bataille eut lieu en un endroit nommé
Timium, que les historiens locaux traduisirent immédiatement en Timéon. Ces Normands furent vite repoussés et battus à Louvain en 891 par le roi de Germanie. Comme vous pouvez le constater, il existe bon nombre de légendes assez sympathiques, bien que parfois très dramatiques, jonglant entre la réalité et l'imaginaire. Ce qui est certain, c'est que la procession de la Madeleine demeure vieille de plusieurs siècles et un véritable mystère. Et tout de suite, je vous propose une petite pause musicale avec Vladimir Cosma, Sambre-et-Meuse.
Plongeons-nous à présent dans l'histoire, au cœur de la Seconde Guerre mondiale. La Madeleine a elle aussi été touchée. Tous les efforts sont ruinés par l'invasion allemande. Il est formellement interdit de porter un uniforme, un drapeau, pas d'armes, ni de se livrer à aucune démonstration patriotique ou festive. Alors comment faire? La permission est accordée quant à ce qu'un cortège religieux puisse effectuer son pèlerinage, mais au final le cœur n'y est pas. L'heure n'est pas au divertissement. Dès la fin de l'année 1944, les Amis de la Madeleine reprennent du service, tentent de redonner espoir aux citoyens. Ils reprennent leurs activités et parviennent à obtenir 18 sociétés. La fin des années 40 sera une période d'activité intense. Il faut se remettre en marche, faire revivre le folklore jumétois. C'est alors qu'une idée leur vint en tête. Et si on éditait un journal? Et c'est en mars 1946 que sort le premier numéro du Madeleineux, sous la forme d'un journal mensuel qui paraîtra entre mars et août, contenant des anecdotes, des histoires et documents en préparation à la Madeleine. Plongeons-nous à présent au cœur des années 50. Que s'est-il passé à cette époque? Le Madeleineux disparaît et laisse place à un livret qui reprend l'ordre de marche et le programme des festivités. Celui-ci est en revanche annuel. 1947. C'est l'après-guerre et il faut gonfler les rangs. De nouveaux groupes de marcheurs se forment, notamment la Garde royale anglaise et le 1er régiment des grenadiers à pied. Ce qui est intéressant à savoir, c'est que cette société occupe une place essentielle dans l'histoire de nos marches. Pourquoi? Parce que c'est la première fois que l'uniforme que portent les membres est rigoureusement exact. Ce sont donc eux qui ont lancé la vogue de l'uniformologie qui s'imposera plus tard dans l'entre-Sambre-et-Meuse. 1948. Il faut jouer sur la communication externe afin de promouvoir la Madeleine, avec les moyens du bord de l'époque évidemment. Les Amis de la Madeleine décident alors d'organiser un concours d'affiches. C'est Fernanton, fidèle admirateur de la Madeleine, qui remporte celui-ci avec son magnifique dessin. Une tombola est également organisée. 41 sociétés participent au tour, sans compter les pèlerins et l'état-major. La plus grande Madeleine depuis toujours, titre le journal mensuel Le Madeleineux. La presse ne cesse de parler de ce succès. C'est une fierté pour les organisateurs. Sur les couvertures se trouve toujours le mameluc, qui, en fait, depuis ce jour, l'icône traditionnelle de la Madeleine. En 1958 se passe alors une exposition universelle qui invite bon nombre de sociétés folkloriques, dont celle de la Madeleine. Cela pourrait amener dans nos localités un nombre beaucoup plus important de visiteurs étrangers, dit alors le journal de Charleroi. Il est également important de noter qu'une conférence de presse est alors organisée en 1959, cela pourrait paraître anodin de nos jours, mais pour l'époque, c'est vraiment innovant. Il va se passer différentes choses intéressantes dans le courant de la décennie des années 60. En effet, c'est en 1962 que sont organisés un concours de rédaction ainsi qu'un concours de photographie. Cette expérience sera d'ailleurs renouvelée jusqu'en 1970. Une exposition sur le folklore jumétois sera également mise en place. Elle se tient dans l'école primaire de la rue Massure du 18 au 23 juillet. On peut y découvrir, ou y redécouvrir, les costumes du Tour de la Madeleine, les œuvres de Fernanton, qui a déjà été évoqué plus tôt, mais aussi les œuvres de Fernand Verhagen et Gilbert Dumont. On y trouve également des objets reliqueux. Et enfin, des outils de verrier et de mineurs. Plongeons-nous à présent au cœur des années 70. Le journal Le Madeleineux sera enfin publié en 1972 en grand format. Et il l'est toujours à l'heure actuelle. C'est cette même année que seront mis en place de nouveaux concours. Un concours de dessin pour enfants avec comme incitant une exposition, le second proposera aux personnes de montrer les objets les plus anciens de la Madeleine afin de faire ressortir des pièces ou documents oubliés de nos greniers. Le Madeleineux, en 1973, posera 15 questions. Les participants qui auront répondu le plus juste possible se verront récompensés. Entre 1976 et 1980, un concours de vitrine est organisé pendant la semaine de la Madeleine, une occasion d'animer les rues du quartier durant les festivités. Les années 80, une année très intéressante parce qu'elle fête les 600 ans du Tour de la Madeleine, d'où également le nom de la radio J600 qui fut créée dans ce but. Dans le parc Bivort est organisé un lâcher de ballons pour les enfants des écoles des communes traversées par la Madeleine, à savoir Roux,
Courcelles, Gosselies et bien entendu Jumet. Le drapeau du 600e anniversaire est ensuite financé, ainsi qu'un fanion imprimé des armoiries de Jumet et portant les dates 1380-1980, qui sera remis à chacune des sociétés. Une plaque commémorative est même apposée sur les lieux du départ du Tour, mais ce n'est pas tout. En effet, c'est aussi en 1980 que la Terraldanse est classée. Ce haut lieu du Tour était en fait menacé d'être transformé en lotissement. Nous avons eu chaud. C'est en 1989 que la marche de la Madeleine est reconnue comme marche folklorique traditionnelle par le Conseil supérieur des arts et traditions populaires et du folklore de la communauté française. 1990, à l'aube du XXIe siècle. C'est en 1993 que l'ouvrage La Madeleine, marche jumétoise en l'honneur de la Sainte Marie-Madeleine voit le jour, édité par les Amis de la Madeleine et la communauté française de Belgique. Ce livre trace l'histoire de chaque société et la manifestation en elle-même. Le livre est d'ailleurs aujourd'hui épuisé et recherché. En 1999, en hommage à tous les Madeleineux, c'est l'inauguration de la statue du Mameluc à la Malavé. Et c'est également dans le courant de cette année-là que renaît l'idée d'un musée dédié à la Madeleine. Des discussions ont donc lieu avec la ville de Charleroi ainsi que la région wallonne en vue de mettre sur pied un centre d'évocation du folklore. Malheureusement, le projet ne verra pas le jour. Depuis 1999, les Amis de la Madeleine organisent chaque année une rencontre avec la presse afin d'exposer leurs activités et faire le point sur le Tour, ainsi que ses festivités. Voilà qui est très intéressant du point de vue de la communication externe. Cette relation régulière avec la presse, notamment en organisant des conférences de presse. C'est grâce à ces rencontres que les ouvrages édités ont été présentés, et c'est également depuis lors qu'ils mettent sur pied une exposition annuelle qui met en valeur une société. Voilà de quoi mettre en avant l'aspect humain, fraternel et convivial de la Madeleine. Le XXIe siècle démarre correctement pour le Tour, puisque la Madeleine est reconnue comme chef-d'œuvre du patrimoine immatériel de la communauté française de Belgique en 2004 à Mons. Et c'est ainsi qu'Internet est enfin utilisé pour promouvoir davantage la Madeleine. En effet, le site se crée et chaque année, il connaît un véritable afflux de visiteurs et ce, surtout durant les périodes de juin et juillet. Les internautes peuvent donc en savoir plus sur le déroulement du Tour ainsi que sur chaque société. En 2005, les Amis de la Madeleine organisent leur premier marché de Noël, une tradition qui se poursuit chaque décembre depuis lors. 2007 est un grand tournant pour le Tour. En effet, de génération en génération sont transmis les savoirs et coutumes de ce folklore particulier, et ce, depuis la nuit des temps. Hélas, à notre époque de globalisation et d'individualisme forcené, certains actes ont tendance à s'estomper. C'est pourquoi l'état-major, les Amis de la Madeleine ainsi que le comité des fêtes mettent en place un règlement valable pour tous, le Code de la Madeleine. Il s'agit du rappel de quelques règles visant à rappeler à tout le monde le sens de notre fête afin de rendre notre Madeleine encore plus belle. Depuis 2008, la revue El Madeleineux est entièrement refondue. Elle contient à présent des articles de fond et des petites et grandes nouvelles concernant la Madeleine en général. Et c'est en 2009 que l'on fait réaliser des oriflammes décoratives. L'oriflamme qui nous intéresse est ornée de 3 mamelucs qui symbolisent, et il est important de le rappeler, les 3 comités organisateurs et la fraternité qui les lie. Depuis 2012, la Madeleine est également reconnue comme patrimoine de l'humanité par l'UNESCO et pour fêter cette belle réussite, une bière spéciale fait son apparition nommée El Madeleineuse, brassée à l'abeille de l'Aulne. Il est également intéressant de se remémorer que le 16 mars 2012, en l'église du Chef-Lieu, se produit une chorale reprenant des chants de Madeleine, un énorme succès. Il se passe également plein de choses en 2012, comme des concours de dessin, de nouvelles expositions ou encore des concerts de marche.
Et pour terminer en beauté et avec fierté, la grande station Tech qui s'élève à la belle vue sur la chaussée de Bruxelles porte le nom de La Madeleine. Cette station est la plus importante du réseau. Dès à présent, faisons une pause musicale avec la musique de la marche de l'École royale militaire. Et pourquoi dit-on tour et non marche? Autrefois, le terme tour ne faisait nullement référence à une marche militaire. Cela avait plutôt une connotation purement religieuse. Cependant, nous qualifions la Madeleine comme un tour et non une marche. Tout simplement car un tour part d'un point, là en l'occurrence, le départ se fait à l'église de Aigne et revient à ce même point à la fin de la procession. Une marche, quant à elle, ne forme pas de boucle. Mais que se passe-t-il durant ce fameux tour? Un dimanche pas comme les autres, comme on peut le dire dans l'ouvrage La Madeleine. Marie de Magdala, Marie-Madeleine ou Madeleine, appelée Marie la Magdaléenne dans les évangiles, est une disciple de Jésus qui le suit jusqu'à ses derniers jours sur terre. Elle fut le premier témoin de la passion du Christ et de la résurrection. Il la mentionne assistant à la mise en croix avec les autres femmes. Dans les 3 évangiles synoptiques, elle assiste également à la mise au tombeau. Cependant, malgré le fait que nous avons la preuve que les pèlerinages ont bien eu lieu dans le courant du XIIIe siècle, peu de textes font référence à Marie-Madeleine. Après quelques recherches, il s'avère qu'il n'y avait pas que Marie-Madeleine à l'époque. Il y avait également le culte de Sainte Brigitte, Saint Agapit et Saint Joseph au sein de l'église de Aigne.
Elle n'était donc pas la seule sainte priée dans la chapelle. D'ailleurs, la statue de la sainte Marie-Madeleine n'est apparue que plus tard au XVIIIe siècle. Mais pourquoi donc cette sainte prend-elle le dessus sur ses collègues, en plus de cela, dans une procession que l'on attend à la base dédiée à Notre-Dame, c'est-à-dire à la Vierge Marie, Mère de Jésus? Nous nous trouvons devant une substitution de culte. En effet, la Vierge Marie a été remplacée par Marie-Madeleine de par sa date. La date de la procession se passant le 22 juillet, jour de vénération de Marie-Madeleine et non de la Vierge Marie, le plus ancien document connu citant explicitement la procession et la vénération à Marie-Madeleine date du début du XVIIIe siècle. Nous pouvons donc être certains qu'en 1701, Sainte Marie-Madeleine avait déjà pris la place de la Vierge Marie dans la tradition du Tour. La Révolution accentuera d'ailleurs à cette époque la vénération pour cette sainte, et quand les processions pour un nous vont ressortir, on offrira une nouvelle statue à Marie-Madeleine, ainsi qu'un oratoire en bordure de la terrale danse. On suppose donc que c'est à cette époque que la procession se mura en marche militaire pour imiter ce qui se faisait dans l'Entre-Sambre-et-Meuse. On ne trouve d'ailleurs pas de référence à une marche à Aignes avant le milieu du XVIIIe siècle. La première chose que l'on remarque lorsqu'on se rend à la Madeleine, c'est l'aspect visuel du Tour. Les costumes sont en effet très nombreux, variés et hauts en couleur. Il faut remercier pour cela les louageurs qui se mettent au service de bon nombre de sociétés à qui ils louent leurs costumes. Il existe une énorme variété de costumes différents au sein des marches de l'Entre-Sambre-et-Meuse. Zouaves, voltigeurs, grenadiers, hussards. Mais ce qui différencie vraiment la Madeleine avec ses consoeurs, c'est qu'elle apporte une petite variété qui lui est propre. Les costumes de madeleineux ne se contentent pas d'arborer des uniformes du Premier et du Second Empire, mais également des tenues ayant un rapport avec les événements du passé de la ville de Jumet. Tout ceci dans son ensemble offre un mélange coloré de costumes d'époque et d'origines différentes, comme par exemple les coloniaux, les tuniques bleues, la garde royale anglaise et ses écossais, les jockeys, etc. Nous retrouvons d'ailleurs Michael Rousseau, secrétaire des jockeys de roue, qui va de suite nous parler de sa société. Eh bien bonjour. Alors on va commencer par discuter de qui sont les jockeys de roue. Eh bien c'est une société qui a la particularité d'être la première du Tour, donc on a la chance et l'honneur de pouvoir ouvrir le Tour, d'être devant à tous les endroits donc, et d'annoncer le Tour avec notre trompette de cavalerie. Et donc, vous pourriez expliquer leurs origines ou les uniformes, décrire un petit peu à quoi ça ressemble? Oui, tout à fait. Donc, la société, selon la légende, parce qu'il y a plusieurs versions, mais selon la légende, date de 1776, donc une société très ancienne, peut-être la plus ancienne, je ne sais pas, il y a sans doute plusieurs sociétés qui revendiquent ce titre de plus ancienne. Point de vue uniforme, eh bien, nous avons un uniforme, une vareuse, une veste rouge, un pantalon d'équitation blanc, des bottes noires, une écharpe bleue et qu'est-ce que j'oublie, une bombe noire aussi pour le Tour qu'on remplace par une casquette noire pendant la semaine. Et les chevaux sont-ils habillés Bien, on a un sous-selle qui nous est propre. Pour ce qui est des licots et des longes, tout est blanc. D'accord. Mais les sous-selles, c'est aux couleurs de la société, donc c'est bleu avec un bord rouge et l'écusson de la société dans un coin, je pense. Et vous, personnellement, comment êtes-vous entré donc, dans la société? Eh bien, je viens d'une famille madeleine à la base, mais moi je ne l'avais pas été je ne l'étais pas jusqu'il y a quelques années. J'ai rejoint ma famille dans les jockeys, donc c'est une raison familiale dans un sens. J'avais des cousins, un oncle dans la société. Trouvez-vous qu'être marcheur, c'est une question de famille ou bien une personne qui n'a rien à voir avec la société a toutes ses chances d'être acceptée? A priori oui, si ce n'est qu'on doit se faire parrainer, donc il faut avoir déjà un premier contact bon de préférence. Donc voilà, il faut trouver un parrain dans la société, celui-ci ensuite vous présentera au reste de la société. Il y aura ensuite un vote comme j'imagine dans les autres sociétés, voilà, une petite formalité donc, mais sinon non, ce n'est pas réservé aux membres d'une famille, voilà, il faut connaître quelqu'un. Donc pour entrer dans les jockeys, il suffit de, voilà,
comme si moi je vous demande et donc vous parlez de moi et donc... C'est ça, et ensuite Voilà. on regarde un petit peu ce qu'il est possible de faire, Ouais. point de vue statut, point de vue volonté du reste de la société, et puis point de vue entente personnelle aussi, c'est important, comme on est une petite société familiale, familiale dans le sens où il y a une ambiance familiale, eh bien c'est important que cette ambiance reste comme elle est et qu'on s'entende tous bien. Donc voilà, on regarde si le candidat est susceptible de bien s'intégrer à cette ambiance intime et familiale. Quel âge a le plus jeune dans votre société? Le plus jeune, alors, laissez-moi réfléchir. Ça doit tourner aux alentours de 12 ans. Ah oui. Oui, c'est une société assez jeune. Et on va dire. il est sur un poney ou... Ah non, cheval. Cheval. Oui. Le plus âgé, parce que je sens venir la question, doit Oui. se trouver aux alentours de 60 ans. C'est ça, Ah, Il n'y a pas d'âge pour être 65 ans. Madeleine. de toute Non, c'est façon. ça, voilà. de toute façon, non, ça, c'est En clair tout cas, que- nous, point de vue pyramide des âges, on va dire, c'est assez jeune. Mhm. Il y a beaucoup de jeunes, la plupart doivent être plus jeunes que moi, je pense. Mais bon, il y a en tout cas tous les âges qui sont Et représentés. il y a que des cantinières qui sont femmes ou il y a des femmes qui sont en... Disons que la règle normalement chez Jockey, donc je pense à l'origine dans beaucoup de sociétés, c'était une société masculine. Maintenant depuis quelques années, on fait quelques exceptions. Donc voilà, il y a d'autres membres féminines dans la société que les cantinières. Mais oui. donc c'est majorité masculine quand même. Oui, quoi. toujours. D'accord. Niveau uniforme, Oui. vous portez le même toute la semaine ou parce que ça salit quand même à force. Oui, mais certains, il faut plusieurs, surtout que c'est Il faut blanc. prévoir plusieurs Ouais, il en faut pantalons plusieurs. à chaque fois. Il en faut plusieurs, c'est sûr, gants donc, surtout. Oui, mais les gants c'est juste le dimanche pour c'est le passer à la tribune. Donc voilà, une paire suffit. Le pantalon par contre, oui, en effet, il en faut plusieurs. Ou alors on passe toutes ces nuits à nettoyer, mais Oui, bien sûr, oui. je pense que c'est pas super gai pour qui que ce soit. Donc voilà, oui, on en prévoit plusieurs en effet. Donc puisqu'on parle d'uniforme, quels sont les prix de la location? Parce qu'il y en a certains qui achètent, d'autres qui louent l'uniforme. Non, on fonctionne pas comme ça nous. En fait, quand un candidat se présente, on Oui. lui prête une blouse. Oui. On lui prête une blouse pour sa première année, voir un petit peu comment ça se passe, s'il apprécie l'ambiance, etc. S'il continue après à sa deuxième année, il doit l'acheter. Je pense que la veste est à 20 €. On l'a fait faire par la maman d'un des membres. Donc c'est vraiment bon marché. On est vraiment conscient de cet Et avantage-là. c'est c'est artisanal super. en plus. Et c'est bien, artisanal, Ah oui, ouais, exactement. c'est- Donc, Et il y a le nom sur... non, pas de nom. Non, il n'y a pas de son Non, nom. après, forcément. chacun doit ajouter ses galons. Oui. Chez nous, on a un lieutenant porte-drapeau, un lieutenant trompette qui dirige les trompettes et un commandant, évidemment. Donc, ils doivent mettre chacun les galons qui correspondent. Oui, donc de ce côté-là, on est assez avantagé. D'un autre côté, par contre, ce qu'il faut débourser toute l'année, c'est les leçons d'équitation. Donc ça, Oui, mais bon, ça... ça c'est normal, évidemment, bien sûr. Oui, bon. oui, oui. Donc, mais ça rentre, disons, dans l'enveloppe qu'on doit y mettre tous les ans. Ça, il faut le savoir, quoi. Ça rentre dedans. En même temps, quand on rentre dans les jockeys de roues, c'est qu'on aime monter à cheval aussi, je Oui, pense. donc à mon avis, c'est Voilà. naturel chez les gens. Exact. de- Voilà, vous avez compris l'ambiance. Donc c'est Mais- exactement ça, oui, oui. Voilà. La casquette, elle revient à combien? Disons que la casquette et la bombe, on l'achète en tant que société pour être sûr d'avoir tous les mêmes. En plus, c'est des bombes qui sont pas forcément faciles à trouver. C'est moi qui suis allé les chercher avec mon cousin de la dernière fois. J'ai dû aller jusqu'à Mariembourg pour en trouver. Maintenant, il y a peut-être d'autres adresses plus près, mais on ne les a pas trouvées. Donc voilà, c'est des frais qu'on fait en tant que société. Ensuite, on les revend à chacun des membres. Pour le reste, pour ce qui est des bottes, du pantalon d'équitation, etc., Ça, chacun l'achète de oui. son côté, évidemment. Il y a moyen d'avoir bon marché Bien, aussi. tout à fait, oui, oui. Donc on arrive vraiment, même les leçons d'équitation comprises, on arrive vraiment à une enveloppe, je pense, qui par rapport Mais- à d'autres sociétés Oui, est oui, c'est assez sûr. faible. Assez Mais il faut faible. quand même la location du cheval. Voilà. Du dimanche, ça coûte combien louer un cheval? Oh, ça dépend évidemment des endroits où on le loue, ça dépend si le cavalier est propriétaire ou pas, ça dépend de beaucoup de choses, il faut payer le trajet, ça dépend s'il y a beaucoup de chevaux dans le van ou bien si on affrète un van vraiment pour un seul cheval, ce qui Oui. se fait pas en général, hein, évidemment. Disons qu'on va mettre entre 100 et 150 euros Oui. comme ça. Et donc de vous tête. louez un cheval ou Oui, vous tout à avez fait. Oui. Tout à Et fait, je c'est loue. tous les ans le même ou à chaque fois vous changez? Non, ça change, hein, c'est en fonction de la personne qui loue, évidemment. Mais vous apprenez à le connaître avant, vous... Oui, d'ordinaire. Oui, Oui. à chaque fois, évidemment. Oui, mais systématiquement, on va monter un petit peu le cheval. Mais en tant que, je vais oser m'appeler trompette, même si je ne suis qu'apprenti. En tant que trompette, il faut aussi s'assurer que le cheval
acceptent Oui. la trompette. Ah oui, ça Faut- c'est pas évident, parce Voilà. que c'est quand même du bruit dans ses oreilles. Hein. Ben, Ouais. certains chevaux réagissent vraiment comme Ouais. s'il se passait rien, d'autres Ouais. vont pas trop aimer, donc ça il faut aussi Ouais, s'en faut assurer faire bien sûr. attention. Ouais, ouais. Et en tant que société, en tant que jockey de roue, vous allez faire quelque chose au 350e anniversaire de la ville de Charleroi? Ah ben on sera oui on aura une donc pour la fameuse Saint-Valentin que Mhm. Charleroi organise pour Exactement, l'instant. tout à fait. Donc comme vous le savez la Madeleine sera représentée par diverses sociétés. Les jockeys seront représentés aussi. Oui tout à fait. Mhm. Il y aura 2-3 jockeys qui seront là pour montrer qu'on est là aussi. D'accord. Mais comment fait-on pour s'équiper une fois entré dans une société? Certains marcheurs font appel à des couturiers spécialisés afin de se faire confectionner un costume. Mais les prix d'uniformes de Madeleine montent très vite, allant parfois jusqu'à 2000 €. La plupart des Madeleineux optent donc pour la location des uniformes. Cette démarche de location ne se fait pas individuellement mais avec le groupe au complet. Le président de la société, bien souvent, une fois les inscriptions clôturées, envoie aux louageurs le nombre de participants qui préparent donc le nombre de costumes adéquats en fonction des mesures des marcheurs. Le prix de la location d'un costume de Madeleine varie également en fonction de l'uniforme, mais de manière générale, le Madeleineux peut s'équiper pour une 50aine d'euros. Mais les prix peuvent très vite monter en fonction de leurs accessoires, s'ils ont une arme, s'ils doivent louer un cheval et son équipement, etc. Une fois la Madeleine terminée, les participants doivent rendre leur costume intact aux louageurs, qui se chargent de nettoyer le tout. Avant d'être aperçues, les sociétés de Madeleine sont entendues. Bon nombre de groupes possèdent leurs propres fanfares et batteries, mais les musiques jouées ont chacune leur rôle important à chaque moment, et la composition et le fonctionnement d'une batterie ne se fait pas à la légère. Une batterie, dans le langage des marches de l'Entre-Sambre-et-Meuse, comporte l'ensemble des tambours et fifres qui accompagnent les marcheurs durant toute la durée du tour. Devant cette batterie se tient un officier servant de chef d'orchestre qui a pour rôle de faire régner l'ordre au sein du groupe. Cet officier qui les précède se fait appeler tambour-major. Parmi les musiciens se tient un premier tambour, le chef. C'est lui qui choisit les morceaux à jouer durant toute la durée du tour lorsque le tambour-major lui laisse le choix. Une fois que le tambour-major décide de changer de mélodie, il effectue des moulinets indiquant au premier tambour qui se tourne vers le fifre placé à sa droite afin de se mettre d'accord sur une mélodie, pour que tout le monde, par la suite, adopte leur décision. Il existe également des groupes qui peuvent se payer une fanfare d'harmonie, composée de différents instruments, comme les cuivres et les bois. Bien souvent, ces fanfares jouent des morceaux militaires. Mais être marcheur ou madeleineux, c'est savoir avoir le rythme. Il existe en effet différentes allures imposées par le tambour-major en fonction des situations. La plus fréquente se fait appeler le pas accéléré. Lorsque les marcheurs doivent passer devant un lieu saint, comme une chapelle ou même entrer dans une église, le tambour-major ordonne à la batterie de jouer un air appelé le pas ordinaire. Ce dernier est plus lent et les talons frottent le sol à chaque pas. Le pas de route est une allure de marche très utilisée lorsque les groupes doivent parcourir de longues distances de manière soutenue. Enfin, il existe une allure très rapide qui demande beaucoup de rigueur et d'endurance. Elle est utilisée et demandée par le tambour-major lorsque les sociétés doivent passer rapidement d'un endroit A vers un endroit B ou marcher dans des campagnes. Cette allure se fait appeler le pas de charge. Mais que se passe-t-il durant ce fameux tour, un dimanche pas comme les autres, comme on peut le lire dans l'ouvrage La Madeleine?
Malgré le fait que certaines choses aient changé, par exemple l'itinéraire, la plupart des traditions sont restées les mêmes au fil des années. La Madeleine attend la levée du jour pour prendre la route. Elle prend son départ à l'église de Aigne, sur la place du Prieuré. Les marcheurs se mettent en route après une messe qui commence à 4 heures du matin. À 5 heures, les marcheurs s'engagent dans la rue de la Libération et descendent vers la vallée du Piéton. Ils traversent le canal Charleroi-Bruxelles pour faire leur première halte de la journée à Roux. La procession longe le cimetière de Roux, tandis que le gros de la Madeleine emprunte les chemins plus aisés. Les chevaux, les calèches, les instruments de musique sont en effet encombrants. Ils se dirigent vers Courcelles pour la seconde halte sur la place du Trieux. L'arrivée est prévue à 6h15. La route est coupée court alors que le cortège traverse la ferme de la Posterille. Les groupes traversent donc les campagnes en direction de Timéon et fatalement vers la terre aldance. Une halte est d'ailleurs effectuée en bordure du bois des Manants avant d'entrer dans cette parcelle de champs vers 9h15. Le long cortège des Madeleineux reprend sa route en direction de Gosselies qu'il atteint par la chaussée de Nivelles, la rue de la Madeleine et la chaussée de Bruxelles. Sur la place du Calvaire s'arrêtent encore les pèlerins devant la chapelle, aujourd'hui dépourvue de statues. Pendant ce temps, les compagnies défilent devant la grande foule, se donnent en spectacle, certains exécutent même des cumulets au sol. La Madeleine rejoint la chaussée de Bruxelles et Jumet en se faufilant par les rues Modeste Cornille, Junius Massot, ainsi que dans le faubourg de Charleroi. C'est alors que les troupes prennent le chemin de Aigne en passant par les rues Martin-Falleur, Frison et Saint-Guilain. Elles exécutent leur dernière halte sur la place Saint-Guilain. Les pèlerins peuvent enfin manger et se reposer un bref instant. Il est intéressant de se pencher sur le pourquoi de cette dernière halte. En vérité, il y eut une dévotion à Saint-Guilain. Par le passé, patron des enfants, dévotion qui est apparue à cause de l'érigée d'une chapelle dédiée à ce saint. Bien qu'aujourd'hui la chapelle n'existe plus, la tradition s'est perpétuée. La Madeleine se dirige vers Aigne, par la Malavée et la rue Wattelard et enchaîne encore plusieurs rues avant d'arriver vers la chapelle de Aigne. Mais avant cela, les sociétés doivent obligatoirement passer devant les tribunes officielles. Ces tribunes sont élevées dans la rue de la Madeleine et à la sortie de la rue Ansel. C'est le moment le plus important de la journée du dimanche, est le passage à la tribune, car les groupes peuvent se permettre quelques écarts durant le tour. Mais pour cette dernière ligne droite, tout le monde, sans exception, doit être en rang impeccable, les chevaux tenus et placés pour un salut aux tribunes. Ce même salut diffère selon les groupes et leurs origines. Et enfin, quand tout le monde est passé, introduit au micro par un présentateur, la pression est relâchée et c'est très vite la fin du tour. Car s'il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que la Madeleine est loin d'être terminée et que le lendemain au matin, c'est reparti pour un tour, sans jeu de mots. Et tout de suite, écoutons la marche de la garde consulaire, qui est une musique napoléonienne.
Comme nous le savons à présent, le dimanche est une journée très éprouvante pour les marcheurs. Le lundi, il faut se lever à nouveau et repartir pour un jour 100% à pied. En effet, les cavaliers du dimanche, les chevaux restent au box et malgré leur tenue, toujours pareil, ils exécutent également le tour à pied comme les autres. Le lundi, c'est le jour officiel de la remise des médailles. C'est une tradition dans la Madeleine, mais aussi dans les marches de l'Entre-Sambre-et-Meuse. Elle consiste à offrir une médaille commémorative à certaines personnes au sein des sociétés. C'est le comité des fêtes qui organise d'ailleurs cette remise des médailles et les sociétés ont droit d'en commander afin de les faire remettre à leurs membres pour diverses raisons. 5, 10, 20, 30, 40, 50 ou 60 ans d'ancienneté dans la Madeleine. Il existe également des primes proportionnelles au nombre de marcheurs, de cavaliers, de musiciens qui composent un groupe. Les médailles sont remises par le président du comité des fêtes et depuis 1962 par l'état-major également. La remise des médailles est un moment crucial, une cérémonie incontournable si l'on s'intéresse au folklore de la Madeleine. Chaque société se présente devant le kiosque selon l'ordre de passage déterminé par l'ordre de marche. On y exécute d'abord un tour de kiosque dans le sens contraire des aiguilles d'une montre avec le salut, puis on monte sur le podium, groupe par groupe. La cérémonie dure 5 heures, si pas plus. En ce qui concerne les autres jours de la semaine de la Madeleine, il y a longtemps, avant les années 30, le mardi était le dernier jour, car les congés payés n'existaient pas. Mais depuis 1936, les Madeleineux se réjouissent de poursuivre la semaine tandis que les festivités durent jusqu'au mercredi. Durant ces 2 jours, les marcheurs sortent avec leurs musiciens et se font inviter dans certaines maisons où ils boivent et se restaurent. Bien souvent, ils tombent l'uniforme à partir du mardi et portent à la place le t-shirt aux couleurs de leur société. Le mercredi est un jour plus ou moins pareil. Les visites des maisons et cafés s'enchaînent, bien que ce soit également le jour des baptêmes. Les nouveaux membres reçoivent une sorte de bizutage avec bon nombre de défis à réaliser afin de faire partie intégrante de leur groupe respectif. Le jeudi est une journée particulière, dédiée à la retraite au flambeau. Les Madeleineux revêtissent leur uniforme. Le jour est plus calme que d'habitude, car la fatigue commence à se faire ressentir. Le soir pourtant, Aigne retrouve sa gaieté à partir de 10 heures. Le cortège s'engage dans l'étroit chemin qui conduit à la place du prieuré et à la chapelle, déjà bondée de visiteurs. On embrasse à nouveau le reliquaire pour rendre un dernier hommage. Les flambeaux colorent les allées sombres de la ville dans une ambiance de fanfare. La Madeleine touche à sa fin avec comme bouquet final et en clôture un feu d'artifice. La retraite au flambeau est une jeune tradition qui n'a pas plus de 30 ans, mais fait à présent partie intégrante de la tradition. Cela prouve bien que les traditions madeleineuses évoluent de temps en temps au fil du temps. Et c'est ainsi que se termine cette émission consacrée à la Madeleine, notre folklore, notre patrimoine, et il est important de la faire perdurer de génération en génération. Se souvenir ce par quoi nos ancêtres sont passés pour nous offrir une Madeleine digne de ce nom. La Madeleine, tout comme les autres marches de l'Entre-Sambre-et-Meuse, ne serait rien sans son public. Elle s'adapte au fil des années. Radio Madeleine, l'émission du folklore genevois.